Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour, nouvelle semaine. Alors, nouvelle semaine, confinement, pas confinement. Tiens, on va prendre le pouls, mais d'ailleurs, on va le faire durant la semaine, là. Prendre le pouls d'un certain nombre d'entreprises. La manière la plus simple, finalement, de prendre le pouls d'un maximum d'entreprises, c'est d'aller voir ceux qui investissent dans beaucoup d'entreprises. Comme ça, ils ont une vision presque barométrique qui est quand même assez intéressante. Donc, on va faire ça avec Olivier Millet, Euraseo PME dans un instant. Puis, c'est Gonzague de Blinière, par exemple, qui viendra nous voir aussi dans la semaine. Donc, on va voir ça. On va voir aussi comment est-ce que les marchés financiers réagissent à tout cela, l'émergence de ces nouveaux variants un peu partout. A priori, ils sont quand même d'un increvable optimisme en ce moment. Et puis sinon, quelques... Tiens, tenez, on va parler du café. Ça, c'est un truc, c'est le fondateur de Starbucks qui avait dit ça, ça m'avait marqué il y a... c'était il y a 1 an et demi. Il disait, mais il y a encore un potentiel pour nous faire payer un café d'exception qui reste considérable. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite en fait à ce qu'on est prêt à payer, certains de ceux qui le peuvent évidemment, pour un très très bon café. Donc on va voir, il y a des entrepreneurs qui s'intéressent. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec Olivier Millet, le président du directoire d'Euraseo PME. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Quand je dis baromètre, c'est pas mal, non baromètre. Ah oui, très bien. Très bien, j'aime bien l'idée. Voilà. Baromètre pour aller voir un petit peu comme... Même si, je dois avouer, alors c'était... tirer un peu moins... Parce que je regardais l'ensemble des participations d'Euraseo PME, il y en a quoi? Il y en a 12-15 à peu près, c'est ça le truc, hein, Olivier? Oui. Tu rentres dans des entreprises qui ont entre 150 et 200 millions d'euros de valorisation, c'est ça? Donc... c'est vraiment du capital développement. Hein, oui, voilà. C'est plus tout à fait des PME. Elles sont plus très loin du stade ETI. En tout cas, on les aide à franchir ce cap. Bon, mais je regardais alors, coup de bol ou alors vision stratégique quasi divinatoire. Il n'y a aucune de tes boîtes, donc vêtements de protection de moto, consulting industriel, linge de maison. Tu as un truc qui fait du linge de maison. Ouais, Aurelia, alors que je connais bien Aurelia, Jean-Yves Courtois, il est aux États-Unis, il reviendra nous voir. Sinon, peut-être qu'on va faire une visio d'ailleurs avec lui quand même. C'est du positionnement ultra critique, hein, c'est ça. Hein, timing, positioning. Voilà, positionnement critique, horloge atomique, etc. Des dispositifs médicaux pour les blocs opératoires, bref. Est-ce que l'ensemble de ces entreprises qui ne sont pas dans les secteurs fermés administrativement et directement impactés passent le choc, je pense qu'on va dire avec tranquillité, Olivier? Tranquillité, non, c'est impossible parce qu'il y a une réalité et du stress à tous les étages. Il peut y avoir des marchés ouverts, mais il y a des collaborateurs qui souffrent, il y a des problèmes de communication, donc rien n'est simple. Mais ces entreprises, elles allaient bien avant la crise. Elles avaient choisi de faire alliance avec le private equity, avec nous en l'occurrence. Et donc la crise de l'année dernière, c'était il y a 1 an déjà, on a tous eu très peur, mais on s'est serré les coudes. On a regardé comment ça se passait d'être totalement fermé, donc à quelques endroits un bazar incroyable. L'apprentissage du travail à distance a été en version super. Non, mais j'aime bien le bazar incroyable. Ça me parfaitement résumé le truc. Il ne faut pas se le cacher, mais fin juin, on reforecastait et toutes les boîtes ont fait mieux sur le 2e semestre que ce qu'on craignait à la mi-année. Donc on finit l'année avec des entreprises qui sont en pleine forme, parce qu'elles ont la chance de ne pas être dans les secteurs qui se sont arrêtés, où là c'est quand même juste horrible. Et elles ont toutes le point commun d'avoir un dirigeant first class, une équipe de management qui a tenu le coup, et le bon partenariat, et surtout la volonté de dire, pour survivre à l'après, il faut qu'on change de taille. Je pense que le message, qu'on soit une start-up qui accélère ou une PME, si je ne suis pas dans cette capacité de changer de dimension, je n'aurai pas les moyens d'investir massivement dans la suite de mon histoire. Et investir massivement, c'est de la dette, il y en a, mais c'est aussi des fonds propres parce qu'il y a du risque. Aller acheter ton concurrent américain, là on est en train de faire une acquisition d'une société allemande pour une société du portefeuille, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en Allemagne de l'Est, il y a du risque. En Allemagne de l'Est ? Ce qui s'appelait l'Allemagne de l'Est. C'est loin. Oui, mais il n'y a plus beaucoup de boîtes. Enfin, si c'est des boîtes historiques, là... Et donc, c'est cette alliance qui a permis de tenir le coup. Et ça me rend, moi, extrêmement optimiste pour la suite. Mais pour moi, c'est presque plus systémique qu'autre chose. C'est
parce que l'alliance était faite, qu'on a pu prendre le coup, rebondir et accélérer. On n'a pas une société du portefeuille qui n'a pas des projets de fort développement. Mais alors, c'est là où je veux un peu en venir. Premier confinement, bazar phénoménal. Deuxième confinement, là, tous les chiffres sont sortis. Je l'ai déjà dit, mais je vais marteler ça parce que c'est important puisqu'on se dirige visiblement vers un troisième. Tu es passé de 8,5 millions à 2,5 millions à peine de salariés en chômage partiel. Tu as eu une augmentation de la production industrielle, novembre 2020 par rapport à novembre 2019. Ça veut dire, le sentiment, le mot que j'utilise, mais tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, les entreprises en fait ont digéré le confinement. Elles sont en capacité maintenant de parfaitement vivre avec. Alors, pas toutes. Tant qu'elles ne sont pas dans le retail. Voilà. Pas toutes. Exactement. Pas toutes, mais beaucoup. Je pense que c'est une notion de résilience humaine et économique qui est absolument incroyable. C'est qu'on a appris, en un temps qu'on n'imaginait pas, à travailler différemment. Donc, c'est pas confortable. Personne ne vous dira que le truc est confortable. Là, toujours pas, là. Mais c'est pas confortable de faire 8 heures de Zoom par jour et de gérer ta boîte de cette manière. Enfin, il n'y a que de l'inconfort, mais il y a des gens intelligents, structurés, courageux qui se sont adaptés et qui, pour peu qu'ils ne soient pas fermés, pour peu qu'il y ait des marchés en face, ça tourne. Oui, ça tourne. Alors, et puis alors après, tu as des... Que de l'inconfort, mais ça veut dire qu'il peut y avoir à un moment quand même une petite fatigue. C'est pas qu'il y a une fatigue. Usure morale, usure mentale. Si tu n'as pas une psychologie de marathonien, un patron de boîte, c'est un marathonien. Parce qu'il court, il court, il court. Alors moi, ça me parle parce qu'avec mon équipe, on en a couru 4. Mais... Des marathons, c'est vrai ? Bien sûr. Vous faites les marathons Euraseo PME ? On a couru 4 marathons. Mais donc, une PME, c'est un marathon. Et le gars qui ne peut pas courir le marathon, il est plus dans l'équipe. Oh non, je plaisante. Non, il y en a qui nous encouragent. Non, parce qu'il faut le faire, le marathon, quand même. Même moi, tu vois. Mais pas... quoi, même toi oui, Non, mais alors, tu sais, il y a je ne suis pas un sportif de haut niveau. Pour être champion olympique de marathon, oui, il y a un morphotype. Pour le marathon, en fait, il n'y a pas de morphotype. Je suis d'accord. C'est une telle affaire de volonté qu'il n'y a pas de morphotype. Le marathon et patron de boîte, c'est le même sport. Ouais, c'est ça. Et donc, ces gars-là, ces entrepreneurs-là, ces équipes-là ont des morales de marathoniens. Ça fait mal, ça dure, et les gars tiennent. Maintenant, est-ce qu'on est capable de tenir dans cet environnement de stress, de cet inconnu permanent dans 3 mois, dans 1 mois, et ça referme et ça réouvre, plus tous les cas personnels qu'il faut gérer, parce que une entreprise, c'est que des humains. Et après, il n'y a que des problèmes personnels. Quand on a acheté Nolan en Italie, équipement de moto, des casques de moto. Des casques de moto Nolan, avec la société Shark. Elle est à Bergame, cette société. D'accord ? Nolan. Ouais, Nolan. Au cœur du premier cluster européen. Donc le truc s'arrête. Et il n'y a pas une personne de cette entreprise qui n'a pas perdu quelqu'un dans l'entourage. Imagine juste Bon, les gars, c'est des entrepreneurs italiens, ils se sont relevés et ça travaille et ça a livré, etc. Donc, c'est des gens courageux, ça bosse énormément. Et après, tu as des transferts et des accélérations. Restons sur les casques. Les casques, sortis de confinement, est-ce que les gens remontent dans le métro ? Est-ce qu'ils remontent dans les transports en commun ? Non, ils achètent des vélos, ils achètent des motos. Et donc, sortie de confinement, tu as la société qui fait comme ça. Elle fait des casques de vélo aussi, Nolan ? Oui, il y a des casques de vélo, c'est Kern. Plus des protections, etc. Donc, l'outdoor et les protections, bam. Je t'en fais une autre imprévue. Mais linge de maison, ils n'ont pas été un peu impactés quand même parce que... À l'envers. C'est-à-dire que alors l'histoire est passionnante parce qu'on a acheté cette société il y a 4 ans, elle faisait 10% sur Internet. La thèse de l'opération était d'accompagner cette entreprise vers un monde beaucoup plus Internet. On a travaillé et on ramait. C'était difficile parce que faire muter une entreprise dans son modèle économique, c'est très compliqué. La crise arrive. Confinement, dans l'Invauge, il y a Vosges égale Est, égale... Ah, dis donc, ouais, tu les as multipliés, là, égale le Bergame français. Voilà, Est. Ouais. Donc le truc s'arrête. Donc là, fin du monde. Et puis, 1 mois et demi, 2 mois après, ils ouvrent la boîte à lettres, et là, une avalanche de commandes. Et cette société, qui avait prévu de faire 10 millions d'euros de résultats en 2020, en fait 20. D'accord ? Double effet, les gens sont restés chez eux, ils sont occupés de leur maison,
ils ont commandé du linge de maison, et comme ils n'avaient pas d'autre choix que d'être sur Internet, ils l'ont commandé sur Internet. Donc tu as et c'est des micros. C'est passionnant, mais il y a plein d'exemples comme ça de ces changements. Mais tous ces changements, fallait-il encore être préparé à les accompagner. Ouais. C'est-à-dire que si Marie-Françoise Carvet, la dirigeante de cette société, n'avait pas travaillé depuis 3 ans avec toutes ses équipes à la mutation vers un digital play. Ça veut dire que c'est l'incarnation de ce qu'on a beaucoup dit, mais là tu le démontres. C'est une accélération de toutes les tendances qui étaient lancées. Ouais. Et à partir du moment où tu étais sur ces bonnes tendances, waouh, tu as eu une sorte d'effet de levier. Et que ta société était prête à la transformation, que tu y travaillais, que tu y pensais, que tu avais commencé à investir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune magie, vraiment aucune magie dans la situation, qui est une situation très favorable à l'heure où on se parle, parce que toutes ces sociétés ont un avenir, ont des projets, ont une volonté stratégique. Je te dis, une acquisition là dans 15 jours en Allemagne de l'Est, qu'on a bossé tout le temps. On a fait 3 acquisitions l'année dernière en plein confinement. Est-ce que, alors question un tout petit peu technique, et vraiment, je la pose, mais est-ce que pour le coup, parce que j'ai discuté avec pas mal de CFO sous LBO, donc avec de la dette, et eux, ça a été quand même compliqué, quel que soit le secteur. Tu avais alors ça s'appelle des covenants, cette dette. Il y a y a de la dette d'acquisition dans toutes les sociétés. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux à ce moment-là, justement, c'est la bataille des fonds propres, du capital, de tout ce qui manque encore à notre tissu de PME C'est deux sujets parallèles. Prenons l'exemple de notre portefeuille. On a fini l'année avec plus aucun problème de covenant. On n'a pas remis 1 euro. On a fait 2 choses. Les sociétés ont tenu, et on a discuté avec le pool de prêteurs. Les covenants qui se mettent à clignoter, c'est pas la fin du monde. C'est un indicateur qui dit il y a un sujet, il y a trop de ceci, pas assez de cela. Donc si vous êtes structuré, si vous avez une habitude, s'il y a un pool, alors le dialogue est aisé, pour peu qu'il y ait un climat de confiance entre les prêteurs et l'entreprise. C'est quand même aussi un peu plus simple si c'est Euraseo qui discutent que si c'est... Oui, mais c'est parce qu'il y a une qualité de relation avec notre soutien, mais il y a d'abord une qualité de relation, une qualité de confiance. C'est pas parce que c'est le gros Euraseo que la négociation est facile. Quand même un peu, à mon avis. Mais et les fonds propres, alors, justement Les fonds propres, c'est un autre sujet. C'est est-ce que pré-Covid, j'avais une bonne structure avec de la dette et des fonds propres et des cash flows en face. Si j'ai pas, il faut que je rééquilibre. Et si je peux avoir de la dette, des fonds propres. Et si je veux accélérer, je vais chercher plus de fonds propres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une quantité de fonds propres disponibles qui est gigantesque. Donc, vous voulez 1 million, 10 millions, 100 millions, 500 millions pour accélérer. Les guichets sont ouverts. Maintenant, à partir du moment où l'accélération se fait sur une voie qui est claire et que chacun peut comprendre. Entre guillemets, la situation est assez simple aujourd'hui. C'est une boîte qui a survécu à 2020, une entreprise qui a des résultats en 2020, qui a même fait de la croissance en 2020. Il faut pas. C'est assez simple de savoir que c'est une vraie société qui était adaptée à son marché. Et l'histoire de j'ai eu de la chance en 2020. Non, j'étais au bon endroit, au bon moment, et c'est la vie. Et donc, derrière, avoir recours à plus de fonds propres, oui, c'est possible. Il y a énormément de fonds propres, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont bien compris, et c'est vrai des startups, c'est vrai du growth equity qui connaît, et nous, chez Euraseo, on a une très grosse activité, on a plus d'une quinzaine de sociétés du Next 40 dans notre portefeuille. Les trajectoires d'accélération sont fascinantes. Donc, tu reprendrais la phrase de Nicolas Dufour, le patron de BPI France, qui était venu là dire « Vous êtes dans le brouillard, mais moi, je vous garantis qu'il n'y a pas de mur derrière. Donc, même dans le brouillard, il faut accélérer. Maintenant, il faut accélérer. » Il nous reste 50 secondes. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'on va ensemble assumer le risque. Et c'est là que c'est parfois difficile pour certaines familles ou certains entrepreneurs, c'est d'être tout seul par rapport au brouillard. Super important. Et donc, nous, c'est notre métier que d'avoir des anti-brouillards ou des capteurs un peu lointains pour voir
un peu plus parce que on a. Je suis pas sûr que personne n'a d'anti-brouillard en ce moment, Olivier. On va en parler dans un instant. Mais on a. Non, mais le fait de pouvoir échanger sur tous les secteurs, sur toutes tes participations, etc. C'est extraordinaire. Nous qui faisons des PME, on parle en permanence avec nos amis du venture sur toute la disruption. Ouais. Et la disruption, soit elle nous informe sur ce que nous avons, ou sur ce qu'on doit acheter pour rattraper le retard. C'est la force des firmes de capital investissement, c'est d'être 100% adapté. On est les anti-brouillards du moment. Olivier Millet, donc le président du directoire de Razéo PME, était notre invité sur Bismart. Et on repart avec Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance. Salut Wilfried. Salut. Bon, là on en discutait il y a quelques instants avec Olivier Millet, donc, qui nous racontait l'ensemble de ces boîtes-là qui surperforment leurs objectifs. C'est ça qui fait que, j'ai envie de commencer par là, les marchés restent increvablement optimistes, malgré ces variants dont on nous dit qu'on les contrôle de moins en moins. En particulier sur les marchés qui tiennent bien, c'est-à-dire le marché américain. C'est-à-dire que quand on compare le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, en 2021, le Nasdaq va faire à peu près 40% de bénéfices en plus que 2020 et le Standard & Poor's 20%. Donc oui, c'est normal que les grandes valeurs de la tech se portent bien, c'est normal. Et le Standard & Poor's, c'est pas les grandes valeurs de la tech, là, pour le coup, c'est corporate américain. Mais c'est normal qu'en différence, le Nasdaq se porte super bien par rapport au S&P et que comme globalement, même le S&P se porte bien, les grandes valeurs européennes très tournées vers l'international se portent pas mal non plus. Globalement, ça se passe plutôt bien parce qu'on se dit, on va faire des profits, on a toujours des taux d'intérêt à zéro. 20% de bénéfices en plus, whatever. Ouais. Quoi qu'il se passe. Whatever, c'est jamais whatever, ce sont les projections. Donc, si jamais on a un choc, quand on regarde les projections de bénéfices qu'on avait en janvier 2020 pour toute l'année 2020, c'est pas exactement ce qui s'est passé en 2020. Donc, il faut quand même évidemment rester prudent. Mais néanmoins, en prenant en compte tout ce qu'on imagine. On prend comme acquis, en gros, que la population des pays développés est vaccinée à la fin de l'été, quoi. Et que le vaccin marche. On prend pour acquis que la vie globalement va reprendre. Et que si le vaccin marche, c'est super. Si les populations sont totalement vaccinées, c'est formidable. Mais s'ils ne sont pas totalement vaccinés, on en aura vacciné suffisamment pour que la vie reprenne son cours. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, effectivement, si on a 1, 2, 3 mois de retard, on a 1, 2, 3 mois de retard. L'important, c'est de savoir que ça marche. C'est-à-dire que quand vous avez Moderna qui nous dit mais de toute façon, non seulement ça marche, mais moi, je mets 4 mois pour refaire un vaccin et le reprogrammer, on sait que le vaccin ira plus vite que le virus. Alors oui, effectivement, il y aura du dégât, il y aura du dégât important entre-temps, mais le virus, il met 1 an pour muter, le vaccin, il met 4 mois. Donc globalement, c'est le vaccin qui gagne. Donc à partir de ce moment-là, on se projette sur autre chose. Même si c'est dramatique pour ceux qui souffrent, qui souffrent de l'épidémie et les boîtes qui souffrent de l'épidémie. Mais globalement, les marchés se disent, non mais c'est bon. Ça, oui, et puis les boîtes, là on en parle, les secteurs qui souffrent directement de l'épidémie, ça y est, ils ont été identifiés. Exactement. Ça ne changera pas. C'est 8, 9, 10%, ça dépend des pays. Alors en Espagne, c'est beaucoup plus fort, services, tourisme, etc. et tout. Voilà, 8, 9, 10% du PIB des pays développés. A priori, il n'y a plus beaucoup de surprises de ce point de vue-là à attendre. Alors après, il y a gérer, moi, ce que j'appelle la potentielle destruction de capital humain. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour que les gens qui souffrent, on soit capable, effectivement, comme on dit, on va redémarrer l'économie, qu'eux aussi redémarrent. Donc ça, c'est un véritable sujet, parce qu'on est en train, quand même, toute une génération, de l'user quand même beaucoup sur ces... Tu parles des plus jeunes, là ? Ouais, largement, ouais. Et donc ça, il va quand même falloir le traiter assez rapidement et en plus de façon assez longue, non seulement rapidement, mais en profondeur, parce qu'on est quand même en train d'user quand même pas mal de potentiel qui normalement devait nous permettre de repartir. Donc attention quand même à ça. C'est pas juste un ordinateur qu'on débranche et qu'on rebranche et en disant ça va mieux après. C'est pas tout à fait comme ça. L'immense avantage, c'est qu'ils sont jeunes, quoi. Oui, non, mais bien sûr, tout à fait. Une capacité d'adaptation que nous n'avons plus. Mais on sait très bien qu'il faut quand même. C'est intéressant. Voilà, il faut arriver à ce que on ne surestime pas justement la capacité de rebond, y compris en termes de compétences. C'est-à-dire que les compétences qui n'ont pas été acquises là en ce moment,
il va falloir rattraper, ça va être long, ça va être compliqué. Et ça, c'est dans ta réflexion personnelle que je sais profonde et aboutie, ou c'est, je ne sais pas d'ailleurs comment, mais des positions de marché qui sont présentées. J'avais lu, parce que alors tu voulais qu'on parle de l'inflation, mais alors ça nous y amène. Ouais. Parce que je sais que là, il y a des travaux qui commencent à intéresser beaucoup autour de l'inflation, sur l'idée, la grande question, comment est-ce que l'inflation pourrait repartir? Et l'idée du vieillissement global de la population des pays développés, et un peu même au-delà, donc moins de force de travail petit à petit, et donc effectivement là, un potentiel inflationniste, parce que moins de force de travail, gain de productivité réduit, globalement, moins de produits fabriqués. Ouais, absolument. Si tu ajoutes effectivement 2 ans de complexité pour la force de travail la plus jeune, oui, on est sur quelque chose d'intéressant. Ça nous fait potentiellement une capacité de rebond productif, si on veut parler de façon assez aride économique, qui est un peu plus faible. Et donc, quand on va réinjecter toute la demande, parce que là, on parle effectivement à moyen terme, la population qui va vieillir, mais à très court terme, là, la somme d'épargne accumulée rien que par les ménages américains depuis début 2020, excédentaire par rapport à 2019, c'est 1600 milliards. 1600 milliards sans compter le nouveau plan Biden. Ça, c'est les Américains, ça. Voilà, les Américains. Il y a 1600 milliards qui ne demandent qu'à se déverser dans l'économie. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire? Est-ce qu'il y a un effet d'éviction? C'est tout. Nous, avec nos 100 petits milliards, on est ridicule, là. En fait, c'est sûr qu'entre les États-Unis et l'Europe, eux, l'année prochaine, ils envisagent potentiellement entre 20 et certains analystes parlent même de 33% de déficit public. 33% de déficit 2021 2021, 33% de déficit public. Là, sur 2020, ils ont fait 20% à peu près. Exactement. Voilà. Et donc, certains disent, si tout donc passe... Donc c'est quoi? C'est un PIB de 25 000 milliards moins, donc ça fait 5 000 milliards de déficit, quoi. Exactement. Ouais. Entre 5 000 et 6 000 milliards de déficit, en fonction de ce qui va passer, etc. Et donc, forcément, c'est absolument considérable. D'ailleurs, c'est Donald Trump qui, le premier, a dit « Non, mais les déficits, c'est pas grave. Ouais. » Donc moi, de toute façon, là, vous voulez avoir la fameuse économie sous haute pression de Janet Yellen? Je vous la donne, moi. Moi, je vous la donne. Après... non mais, et donc, donc cette épargne se redéversant sur une force productive qui n'a pas les moyens de fournir la demande, c'est un vrai sujet. Alors, ça nous donne le truc. Alors, moi, je pense que cette épargne, elle ne va pas nécessairement se déverser d'un coup, parce que c'est le fameux effet d'éviction ricardienne. C'est plus on envisage d'avoir de la dépense publique, plus on se dit on va quand même avoir des impôts, donc on va quand même être prudent. Même les Américains, ils ne sont pas quand même complètement fous avec leur consommation, d'une part. Et d'autre part, les banques centrales, à un moment donné, vont se dire si jamais les taux remontent trop, je vais non pas remonter les taux, mais je vais faire en sorte de racheter suffisamment sur le marché pour rabaisser les taux d'intérêt, pour faire en sorte que même s'il y a un peu d'inflation, cette inflation, elle soit en fait un peu indolore. Ouais. En fait, on ne la sente pas encore trop dans l'économie. Ça sert justement pour effacer le stock de dette et non pas pour attaquer le pouvoir d'achat direct des consommateurs. La question, c'est comment est-ce qu'on va faire tous les équilibres, hein, comment est-ce que socialement ça va tenir. On va avoir, je pense, dans les 2-3 ans qui viennent, des moments un petit peu compliqués à gérer. Et bon, c'était soit ça, soit aller vers la dépense. Ah oui, non, mais là, voilà. tu prêches un converti. Il y a, alors, c'est un truc un peu... J'ai réfléchi. Là. Ah bah oui. Aussi. Il y a un Davos virtuel, donc là, ouais. Davos va être virtuel. Ouais. Est-ce que c'est le symbole d'un multilatéralisme qui se transforme? En fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le Davos virtuel, c'est que de nouveau, il y a Xi Jinping qui parle. Hein. Ouais. Voilà. Et juste après l'élection de Donald Trump, il était déjà intervenu au forum de Davos. 2017. Voilà, en se positionnant comme le chantre et l'apôtre du libre-échange. Absolument. Et là, en disant, vous pouvez toujours compter sur moi. Vous ne pouvez plus compter sur les États-Unis, vous pouvez compter sur moi. Et là, il refait la même chose. Au moment justement où Janet Yellen, quand elle a été interrogée par le Sénat, a dit les États-Unis doivent faire preuve de fermeté vis-à-vis de la Chine en essayant d'utiliser au mieux la force que nous pouvons avoir avec nos alliés. Et donc, Davos, ça sert d'une certaine façon à ce que chacun se positionne en disant... Oui, mais là, Xi Jinping, il ne va pas recommencer le même discours, là, puisque là, alors, il se trouve que... il recommence. Là, ce matin, il a recommencé. Il a recommencé le même. Oui, sauf que chacun sait que la réalité, c'est alors ce qui s'appelle maintenant la double boucle ou la double circulation, ou enfin, l'économie de double flux. Voilà, la réalité, c'est que la Chine est en train de se refermer et est en train de mettre le paquet sur sa consommation intérieure, sa production intérieure, pour moins dépendre justement de l'international, que ce soit en termes d'exportation ou en termes d'importation de ce qui lui manque. Et on a beaucoup parlé des semi-conducteurs notamment. C'est vrai, sauf que comme la Chine progresse énormément dans ses investissements extérieurs, la Chine a de plus en plus besoin de financement extérieur. Parce
parce que la balance des paiements chinoise devient de plus en plus négative. Donc elle a besoin d'alliés pour la financer. On n'en est pas là quand même. Et On n'est si, pas si. sur une balance des paiements Mais négative. si, là, aujourd'hui. si, à partir de là, cette année, elle va avoir une balance des paiements négative. Mais c'est bon signe. C'est bon signe pour eux. Ça veut dire qu'ils investissent énormément à l'étranger. Ça m'avait échappé, ça. Et donc, ils ont besoin d'avoir des alliés autour d'eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait le fameux partenariat régional asiatique autour du Japon, de la Corée, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, qui normalement n'ont jamais signé d'accord entre eux? C'est aussi pour avoir des gens autour d'eux. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps, ils tapent sur les Australiens. Mais oui, Non, mais enfin, bien sûr. et avec Mais- les Japonais, enfin, faut pas croire que Oui, mais ça va être embrassons-nous. c'est Non. vrai, mais quand on regarde les dernières communications des Japonais sur les Chinois, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus partenariat. Et les Chinois vont avoir besoin de financement. Enfin, il faut bien comprendre qu'ils vont avoir besoin d'un financement extérieur. Pourquoi est-ce qu'ils créent tout un système autour du yuan pour que le yuan devienne un peu comme le dollar, des choses une devise que les gens ont envie d'acheter? Ils achètent ça comment? Via des obligations chinoises. Donc ils ont besoin de cette économie effectivement de double flux, mais qui les alimente de l'extérieur. Donc ils vont moins exporter en termes de biens. C'est là où c'est intéressant parce que si on avait un tout petit Ça peu change de, beaucoup. bah oui, mais sauf que si on avait un tout petit peu de cohésion mondiale, nous OCDE, là tu pourrais mettre en face des exigences en termes de normes sociales, Exactement. normes environnementales, Alors, normes C'est démocratiques. ce qu'a commencé de faire un petit peu l'Union européenne avec l'accord sur les investissements. Oui, mais Non, mais t'es tout seul. Mais c'est tout petit, mais je rappelle que l'Union européenne, en termes de poids de PIB, c'est plus que la Chine. Donc la Chine écoute. Quand l'Union européenne parle d'une seule voix, la Chine écoute. Quand chaque pays parle d'une seule voix au sein de l'Union européenne, même les Allemands, la Chine n'écoute pas vraiment. Là, la Chine a quand même écouté. Donc il y a un petit quelque chose. C'est pas suffisant. Super intéressant. Mais il y a un petit quelque chose. Ah oui, de ce point de vue-là, justement, la tectonique des plaques qui bougent et comment est-ce que ces plaques vont s'organiser, vont se confronter. Entre les deux plaques, il y a une petite île qui s'appelle Taïwan. Hein. C'est autour de ça que ça va se faire, je pense. Pourquoi Parce qu'en fait, Taïwan, c'est l'endroit en fait où les deux plaques se joignent, parce que Taïwan, c'est le pôle technologique. C'est eux qui fournissent les semi-conducteurs les plus puissants du monde. Et tout le monde a besoin de ça. Ouais. Donc tout le monde a besoin de Taïwan. Ouais. Et donc c'est pour ça que c'est très important ce qui est en train de se passer autour de cette région. C'est comment est-ce qu'on crée une espèce de dialogue. Mais en même temps, il y a Taïwan, dont l'existence n'est pas reconnue par la Chine et ne sera jamais reconnue par la Chine populaire. Exactement. Mais est-ce qu'on peut réussir à avoir quelque chose qui tourne autour de la Chine ne reconnaîtra pas Taïwan, mais la Chine ne fera pas le mouvement définitif qui romprait avec le bloc occidental et qui ferait qu'elle annexe de force Taïwan. Bon. Mais elle a besoin de Taïwan et les Occidentaux ont besoin aussi de Taïwan. Et donc c'est peut-être aussi parce que quand on a besoin tous les deux de Moi, quelque ce qui chose... m'intéresse, c'est ce que tu me dis là, que la Chine a besoin de nous, que Et la Chine a de besoin nous. d'argent. Exactement. La Chine a besoin Ça, d'argent. c'est quand même une occasion historique qu'on ne devrait pas laisser filer. Quoi. Mais je pense qu'on ne laissera pas filer si on arrive à réintégrer, en particulier, les cercles qui avaient été créés par Barack Obama autour du partenariat transpacifique. Donc il faut recréer ça, que l'Union européenne se mette un petit peu en pivot autour de ces deux zones-là. Donc ça, c'est le Pour boulot de créer Biden et de sa nouvelle administration. Exactement, et d'Anthony Blinken, absolument. Et Merci. Catherine Tai, il ne faut pas oublier, la secrétaire générale au commerce, Catherine Tai, qui est issue de... J'avais échappé, Bah, Catherine Tai. c'est elle qui va gérer toutes les problématiques commerciales. Bon, elle vient d'une famille d'émigrés de Taïwan, ça va être intéressant. Effectivement. Et il ne l'a pas choisi par hasard. Non, il l'a pas choisi Il par l'a hasard. pas choisi Il par l'a hasard. pas choisi par hasard. Et pourtant, tu t'étais pas encore exprimé sur Bismart. Et non. Quel talent, voilà, hein. quel talent ce Et Biden. voilà, et voilà. Wilfried Galland sur Bismart. Les amis, on se retrouve dans un instant. On repart. Alors, on repart avec... c'est un truc... bonjour Christophe Servel, fondateur de Terre de Café. Moi, je me souviens très bien du fondateur de Starbucks, qui dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui justement avait quitté Starbucks en disant, en fait, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte. Je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs. Vous devez... Non, il ne l'a pas encore. Je ne sais pas. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte qui va être, mais Ouais. dans l'excellence absolue, etc. Starbucks a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle la réserve, Ouais. où il y en a 3 ou 4 dans le monde. Mais le café n'est pas plus cher. Mais il a raison, on devrait vendre le café plus cher. Ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin. Mais voilà, mais non, mais c'était ça. Ah. Non, en gros, son sujet, mais j'allais démarrer avec ça, Christophe, c'est qu'à un moment, là, devant ce qui est en train de se passer, est-ce que, tiens, mais d'abord, est-ce que c'est quand même Nespresso qui a, qu'on le veuille ou non, réveillé
quelque chose autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le truc, le carte d'or dans le filtre en carton avec l'eau chaude qui tombe dessus, on pouvait faire mieux. Oui, alors c'est Nespresso. Alors c'est Starbucks aux États-Unis. Starbucks a amené le café, l'expresso justement, aux États-Unis vraiment. Alors on peut faire beaucoup mieux que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'expresso, de latte, etc. Et effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit qu'on avait tiré vers le bas depuis 40 ans. Ouais, c'est ça. Absolument. Ils ont fait. Alors déjà, ils sont très chers, c'est cher, mais quelque part, c'est plus le prix du vrai café, du bon café. Après, c'est un rapport qualité-prix qui est très élevé, je trouve. Mais en même temps, ils ont réintroduit l'idée dans la tête des Français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés. Ouais. Voilà. Et que c'était aussi... Alors, eux, ils ont joué la carte du statutaire, mais qui avait des mauvais cafés, des cafés moyens, différentes manières de le boire, et qui avait également de très bons cafés. Et là-dessus, c'est pas Nespresso, je suis désolé de le dire. Non, vas-y, c'est vraiment le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux États-Unis, qu'on appelle le phénomène du café de spécialité. Ouais. Où là, vraiment, là, on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, c'est Specialty Coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton domaine de café. C'est là où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme on traite la vigne ? Oui, comme on traite la belle vigne. Parce que, si vous voulez, on a longtemps dans le vin, on prend toujours l'exemple du négoce du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je tiens à le dire. Le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc en années 70-80. Et en contre-champ de ça, on parle des grands Bourgognes, des grands Bordeaux. Le café de spécialité, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vigne. Alors aujourd'hui, il y a une dimension de durabilité extrême dans Specialty Coffee, mais en gros, c'est les plus belles vignes, les plus beaux grains, les plus gros tris, les plus belles fermentations qui font des cafés. Et je lisais dans ce que tu écris, vous allez sur le site de Terre de Café, c'est passionnant si vous aimez le café. C'est-à-dire, il y a une relation à la terre, il y a un terroir très profond, il y a c'est des agriculteurs, comment on les appelle Le café, c'est un produit agricole, c'est un fruit. C'est un fruit qui fermente, qui donne. C'est très proche de la vigne. Mais c'est en ça où je lisais tout ce que tu as dit. Mais mon Dieu, mais c'est du grand vin en fait. Absolument, ce sont des grands crus. Avec des plateaux, avec des territoires qui sont des territoires de l'heure. Alors, tu vas me dire, ensoleillement. Il y a des parcelles, c'est parcellisé. Calcaire, pas calcaire, etc. Voilà, il y a différentes variétés, comme il y a différents cépages dans le vin. Un merlot, c'est différent d'un pinot noir, qui est différent d'un... Alors, c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café ? Alors, on appelle ça des variétés, mais on peut appeler ça cépage, si on veut faire une analogie. Il y a deux grandes variétés, les arabicas. Le café de spécialité n'est issu que des arabicas, parce que c'est les cafés les plus nobles, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les robustas, enfin les canephora, le robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie. Parce que c'est un café qui est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste. D'accord, ça vient on de le là. laisse de côté, lui. Alors nous, on se concentre sur l'arabica. Nous, on le laisse de côté le plus possible. Et après arabica, donc après... Alors l'arabica, après il y a différentes variétés d'arabica. Donc là, on a parlé des espèces et les variétés. Il y a les plus anciennes, les typica en Éthiopie, on appelle heirloom, les typica, les bourbons, qui est une variété qui est apparue sur l'île Bourbon. Donc au XVIIe siècle, La Réunion aujourd'hui. Donc c'est une variété entre guillemets française. C'est cette variété-là qui a colonisé le monde entier, puisqu'au départ, il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale. Ce sont les colons, la colonisation et malheureusement l'esclavage qui ont amené le café en dehors de l'Éthiopie, du Yémen et de l'île Bourbon. Et après, tu parles beaucoup de la torréfaction. Alors la torréfaction, c'est la deuxième étape, c'est la deuxième transformation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé, qu'on a récolté, qu'on a fait sécher, qu'on a fermenté, trié nos cerises de café, en fait, le café, on consomme le grain, la graine. Ça arrive dans des sacs qu'on a scrupuleusement choisis, etc. On a fait notre sourcing en pays producteur ou ici. Et là, il faut le cuire parce que le café, il arrive cru. Et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson. Et là, on va le torréfier. Et on torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière. C'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on va pas le torréfier. Un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité, moins floral. On va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler.
Ouais, Voilà. c'est... On boirait bien un petit café là. Je suis désolé. Non, mais vraiment l'assimilation avec le vin. Et donc là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un marché en fait Voilà. pour payer le prix Exactement. de l'ensemble de ce que tu viens de décrire. Voilà, ça c'est très très important. C'est qu'on arrive à un moment où effectivement, il y a une grande filière du café qui est une des premières matières échangées dans le monde. Et dans cette filière, depuis une dizaine d'années, alors en France c'est plus récent, parce que nous on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans, et depuis, moi je vois l'évolution, depuis 5-6 ans, il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète suffisamment de café en volume pour avoir des échanges de long terme avec les producteurs et de récompenser la qualité. Ouais, c'est ça. Et le marché, et grâce alors à des torréfacteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier, parce que c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens acceptent et comprennent par le goût, et aussi, à mon avis, c'est un engagement aussi de faire ça, c'est qu'on peut acheter un paquet de café à 10 €. Et c'est ça qui rend un marché possible, et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont. Et ça, c'est super important, et ça, c'est vraiment très récent. Alors, c'est les gens, mais c'est aussi les entreprises, ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi, j'assiste à ça en direct. C'est la révolution, c'est le petit pousset. Les industriels se moquaient de nous au départ, et aujourd'hui, on leur prend des marchés, des gros marchés, chaque mois, chaque année. Attends, parce que je veux même tirer le fil. Alors, mais parce que alors l'industrie pour le coup, très très vite, hein, Moulinex, effondrement de Moulinex sur un symbole justement, la machine à café chinoise. Voilà, la cafetière chinoise, on peut plus faire de cafetière en France, c'est fini. Arrive, qu'on le veuille ou non, la révolution Nespresso. Et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur. Et tout à coup, on peut à nouveau fabriquer cette machine, alors en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Enfin, tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires. Et très rapides. Mais surtout qui rebattent les cartes du partage de la valeur économique. Moi, je trouve que c'est ça qui est absolument passionnant. Et ça va très très vite. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur la machinerie, parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème. Mais oui. Les machines à café, les services, les filtres. On se moque du café filtre encore en France, mais en réalité aujourd'hui, un café filtre bien fait, c'est quelque chose d'envoûtant. Et je vous promets, si vous me je reviens et on le fait, je vous promets. Et je vous invite à venir. Le terme envoûtant, là, il faut. Mais c'est vrai. Ouais. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un écosystème autour de l'accessoirisation en général. Les machines à torréfier ont évolué. Tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Et le café spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment, dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène, et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va demander à son staff de faire un beau café, c'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper, il y en a pour 100 €, et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis. Et ça, c'est une généralisation. Attends, je me gourre pas. Toi, tu organises toi-même quand même des formations. Oui. Parce qu'au bout de tout ce qu'on a décrit, faire le café, voire le verser même, il y a un coup à prendre. Il y a un peu de technique. Encore une fois, comme un sommelier, quoi. Oui, exactement. C'est un petit peu plus... Le vin, il faut savoir quelle température, avec quoi, le carafé, pas le carafé. J'ai l'impression, la température de l'eau, etc. Enfin, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'il faut le faire. En fait, la première transformation, c'est le pays producteur. La deuxième, c'est la torréfaction. Et la troisième, c'est la tasse. Il y a 3 transformations dans le café. Dans le vin, on peut résumer au fait de dire qu'il y en a 2. Donc c'est plus complexe. Et c'est pour ça aussi que ça pousse pas chez nous et c'est moins exploré aussi pour ça. En fait, il y en a 3, mais c'est normal. Tu connais moins le vin que le café. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc il va y avoir aussi l'assembleur qui ensuite va, voilà, et notamment en Bourgogne, etc. Enfin, voilà. Dans le Bordelais aussi. Dans le Bordelais aussi. Mais continuons sur le café. Et donc ça va jusque, il y a des championnats de garçons de café. Enfin, on dit barista maintenant quand on est bon. Il y a des compétitions très sérieuses, nationales, internationales. Incroyable. Les mecs qui gagnent deviennent des stars. Moi, j'ai traversé des aéroports, notamment avec un torréfacteur star. Un Suédois où les Japonais le prenaient en foot. C'est incroyable, hein. Si, c'est rockstar, quoi. Il y en a 2-3 comme ça.
Donc, et puis ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique Terre de Café ou n'importe quelle boutique, on appelle des coffee shops, moi je considère nos boutiques plus comme étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer. Les garçons qu'on voit derrière le comptoir, c'est des gens, leur passion c'est le café et leur vie c'est le café. Ah, c'est passionnant. Mais alors, et pour en revenir à Terre de Café, donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça Un peu plus, ouais, 4 millions 5, 4 millions 3. Et donc toi, il a fallu que tu fasses un switch justement, bar, café, restaurant fermé. Ouais. Et donc ça a été une accélération. Quelque Alors, part, peut-être même ça t'a rendu service vers les particuliers. Ouais, c'était un rééquilibrage de notre modèle, puisqu'on faisait les 3/4 en ce qu'on appelle B2B, donc hôtel, restaurant, entreprise, épicerie fine. Et les hôtels, les restaurants ont fermé. Donc on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires B2B. Mais par contre, on a fait plus 230 sur le retail web. Donc on a un site internet terredecafé.com qui marchait bien, hein, mais on a vu, c'était la folie. Hein, les boutiques marchent bien toujours, donc c'est vraiment en plus. Et alors vraiment ça, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de commerçants s'interrogent sur dès que vous mettez du contenu sur votre site, dès que vous mettez du contenu, et là il y a du contenu, il y a des photos, il y a des, enfin voilà. Absolument. Et ben forcément on est bien davantage en confiance que si on avait des paquets qui s'affichaient avec des. Ah ouais, il faut que ce soit joli déjà. Pour ceux qui sont il faut une marque quand même. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à. Oui, mais alors cette marque, elle n'était pas B2C. Donc comment ça s'est passé? On achète des liens sponsorisés et des mots clés. On fait du marketing. Hein, ouais. On a quand même des boutiques. La marque, mais on accélère sur le marketing finalement. Absolument. Ouais. La marque chez nous, elle était faite, elle a été construite. La vision, elle a 10 ans. Le discours, il est verrouillé. Enfin, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. On est sincère dans notre communication. Ça, c'est important aussi. Si j'ai un conseil à donner, on triche pas. C'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité, d'environnement, etc. Il faut se donner les moyens de son discours, si je puis dire. Et puis, effectivement, après, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier. De faire du marketing sur Internet et notamment de donner de l'argent à Google et à Facebook puisqu'aujourd'hui c'est par eux que ça passe et ça c'est vraiment un métier. Moi en un an on a appris c'est incroyable d'ailleurs parce que c'est sans surprise, enfin il y a très peu de surprises. Oui, mais alors je vais me permettre de me faire l'avocat du diable Google et Facebook, un peu comme la grande distribution. Heureusement qu'ils sont là pour que tu puisses justement faire ce switch quasiment en temps réel. Alors ils sont là, le problème c'est qu'ils sont en situation de monopole en fait, quasi. Oui, mais pour toi c'est très bien, mais parce que ça veut dire que tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut s'en servir, il faut savoir s'en servir. Mais effectivement, ils sont incontournables. C'est-à-dire que quand on veut exister sur Internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité, ça ne suffit pas. Non. Voilà, il faut payer. Après, le retour sur investissement est très rapide et sans surprise. 230%. Sans surprise. C'est assez incroyable. Hein. Bon, dernière question. Est-ce que comme Bordeaux-Bourgogne, tu es Éthiopie ou Colombie, par exemple ? Alors moi, j'aime tous les bons cafés. Mais j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt. Et ça reste le plus merveilleux des cafés dans son ensemble. Il n'y a pas que le goût, il y a tout. La culture éthiopienne du café, enfin, c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café. Et puis, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres, enfin, sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui eux-mêmes sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Christophe Servel, donc le fondateur de Terre de Café, était notre invité sur Bismart. Dernière partie de notre émission. Damien Morin, le PDG de Mobile Club maintenant. Salut Damien. Bonjour Stéphane. Ravi de te retrouver, toujours... À un moment, faut arrêter le truc. Costume, c'est ça. Peut-être pas, mais on va dire entre le sweatshirt Zuckerberg, entrée en bourse, là c'est entrée en bourse de Zuckerberg, ouais. ça doit être 2013 ouais. ou 2012 même. Bah, je pense que si je vais jusqu'à l'entrée en bourse, je mettrai un costume. En tout cas, pour investir dans les startups. Lui, il l'avait pas fait. Lui, il l'avait pas fait. Ouais, tu te souviens de la séquence? C'est carrément du marketing. Il était avec exactement comme. Bah ouais, mais d'ailleurs, il était habillé exactement comme toi, t-shirt blanc et avec le sweatshirt noir à capuche. Là, on est lundi, il fait froid. Je fais pas une introduction en bourse encore. Donc, pourquoi est-ce que tu es là, Damien? D'abord, j'ai envie de savoir comment fonctionne Mobile Club, qui est ta boîte du moment là. Ouais.
Et puis parce que il y a eu, alors grâce à qui, mon Dieu, c'est les Échos et Angel Square. Angel Square, voilà, le classement des business angels. Et effectivement, ils ont relevé, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qu'on appelle là donc la nouvelle armée de business angels, c'est-à-dire vous êtes la deuxième génération finalement. Donc il y a eu une première génération, on va dire Simon-Sini, Niel Granjon, voilà pour résumer, des gars qui avaient monté des premières boîtes avant même l'explosion de la bulle Internet, hop, qui ont investi et tout. Et vous êtes une deuxième génération finalement. Je suis même pas sûr que la première génération soit vraiment celle de Niel, Simoncini, Granjon, qui sont quand même des entrepreneurs complètement à part, qui certes ont toujours été actifs en tant que business angel, mais on parle que de 3-4 personnes. Non, mais il y en a beaucoup d'autres. Parce que Ouais. je cite ceux-là parce que c'est ceux que tout le monde connaît. Mais moi, j'en connais beaucoup d'autres. Hein. Ouais, mais la majorité des autres business angels, et c'est ça qui, je trouve, Qui ont important 45, dans la... 50 ans. Hein. Ouais, tout à fait. N'étaient pas forcément des entrepreneurs tech. Ah, c'est ça que tu veux dire. Niel, Simoncini, c'est D'accord. quand même des cas à part. La première génération, pour moi, c'est même carrément des chefs d'entreprise, mais vraiment industriels. Je comprends. C'est, Des family office. Exactement. C'est par exemple des directeurs financiers de grands groupes qui maintenant ont envie d'investir un peu dans des nouveaux projets. Mais c'était pas forcément des entrepreneurs tech. Alors que là, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Là, il y a une nouvelle génération de business angels qui arrivent, qui eux sont des entrepreneurs plus jeunes, qui sont plutôt issus en effet de cet univers tech, start-up, entrepreneurs qui ont eu accès à des financements type fonds d'investissement, etc., etc. Et ça, en effet, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau, mais c'est vachement intéressant. Parce que c'est là que se crée vraiment l'écosystème. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que ces nouveaux entrepreneurs ont... ils n'ont pas passé 40 ans de vie professionnelle avant de commencer à s'enrichir un petit peu. Et donc, du coup, ils ont une appréhension du risque assez différente. Et je pense que d'ailleurs, c'est des entrepreneurs qui, plus facilement, ont tendance à faire des tickets d'investissement qui sont peut-être pas forcément énormes. Enfin, je parle de mon cas perso. Hein, Non, mais attends, ton cas perso, Damien, t'as pas 40 ans de vie professionnelle. En plus, et puis surtout, je suis ni Niel, ni Granjon. Donc moi, j'ai pas fait un exit extraordinaire sur mes histoires entrepreneuriales. Donc moi, je fais des tout petits tickets de business angel, par exemple. Moi, j'investis des tickets entre 20 et 70 000 euros par boîte. Donc c'est de l'argent, mais c'est pas, je suis pas un investisseur qui investit plusieurs millions par an. Je fais pas du tout partie de Et toujours au tout démarrage. Alors, ouais, moi je cherche des projets qui sont vraiment au démarrage parce que c'est là qu'on va faire les plus gros multiples. Et moi, je pars du principe que quand j'investis dans une boîte, mon argent, il est perdu. Hein, c'est-à-dire que je pars du principe que de toute façon, j'ai 80% de chances de ne jamais le revoir. Ouais. Mais j'espère que dans 20% des cas, je vais récupérer ma mise, voire même faire beaucoup plus. Je vais pouvoir faire en quelques années 10 fois ma mise, 20 fois ma mise, 30 fois ma mise. Et ça, c'est unique. On peut le retrouver, c'est des multiples qu'on ne peut retrouver que dans ce type d'investissement. Des investissements très risqués. Qu'est-ce qui... Alors d'abord, non, première chose quand même, parce que je t'ai pas présenté comme si tu étais Johnny Hallyday. Pas encore tout à fait. Donc effectivement, tu n'as pas fait des exits extraordinaires. La première boîte, ça a même été un crash, voilà, qui s'appelait à l'époque... non, pas complètement... Non, parce qu'on est quand même... on est rentré en redressement judiciaire en 2015, donc je peux rappeler rapidement ce qu'on faisait. C'était Save My Smartphone. Exactement. On faisait de la réparation de smartphones. En 2016, on a eu une perte de cash, on est rentré en redressement judiciaire et on s'est restructuré. On a licencié la moitié des effectifs, fermé la moitié des magasins, mais à la fin, on était de nouveau rentable et on est ressorti en plan de continuation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une session au tribunal. Ouais. Et donc, ça a été une session qui a eu... il y avait une transaction entre le nouvel acquéreur qui est Remade, qui malheureusement n'a pas connu un super sort. Absolument. Mais donc il y a eu une transaction avec donc tous les actionnaires de Save, dont je faisais partie évidemment, et puis adossé à des fonds et d'autres personnes. Donc je suis resté 1 an et puis maintenant Mobile Club. Donc c'est la location de téléphone mobile. Hein. Exactement. Donc toujours un service pour les particuliers. Ce coup-ci, à la place de les réparer, on les loue. Donc on a lancé des offres de location de smartphones sans engagement. C'est-à-dire que les clients peuvent changer d'appareil autant qu'ils le souhaitent. Ton grand sujet, le déclic, ça a été
le smartphone à 1 000 euros. Je ne sais pas s'il y en a encore à 1 000 euros d'ailleurs. Je crois qu'ils sont retombés un petit peu. Non. Non, Ouais, ils sont- non, ouais. Alors, il y Ça a a. été ça le déclic, c'est-à-dire à un moment, forcément, si ça commence à coûter le prix d'une voiture, il faut qu'on puisse le louer comme on loue une voiture. Ouais, ben, c'est exactement ça. On va dire qu'il y a dans la propension à consommer des ménages, il y a plein d'outils financiers pour se loger, pour acheter une voiture. Maintenant, ça se fait évidemment à crédit, en leasing, etc. Et pour les produits de technologie, de moins en moins. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est technique sur les particuliers. Il faut être capable de faire du scoring client. Il faut être capable de connaître la dépréciation du produit dans le temps. Ce qu'on est capable de faire sur une voiture, ce qu'on est capable de faire dans l'immobilier, mais dans la technologie, on part du principe qu'une fois qu'il est acheté, voilà. Et dans les smartphones, il y a eu une opportunité qui a été l'extraordinaire boom du smartphone d'occasion. Pas moi qui l'ai créé, des boîtes comme Remade, Back Market, etc. surfent dessus. Ce qui fait que maintenant, il y a un cours de l'occasion. Donc on est capable de prédire la valeur de l'occasion et donc on est capable de le financer à l'entrée. Avec ce qui était au départ ta démarche de Save, c'est le truc le plus important de votre vie. Ah oui, c'est... Le fameux truc, pourquoi est-ce que vous remonteriez dans votre appartement quand vous êtes en bas, est-ce que vous avez oublié le smartphone. Même sa carte de crédit, maintenant, on la laisse. Exactement. Ah ouais, tout à fait. C'est l'objet le plus important de nos vies. Et c'est vrai que c'est assez fou quand on y repense qu'il n'y ait pas eu ce modèle, sachant que c'est l'objet le plus important de... Alors, leur vie, peut-être pas la mienne, mais en tout cas la vie d'une certaine génération. C'est vrai qu'il y avait... Et que cette génération, par définition, n'a pas les moyens, effectivement, d'investir. Exactement. Donc, on leur permet, en effet, d'accéder à des smartphones avec des loyers qui vont entre 20 euros par mois jusqu'à 50 euros par mois en fonction des produits les plus récents et les plus chers. Et tous nos loyers incluent une assurance vol et casse. Ça, c'est juste un montant. On est à l'aise à le payer tous les mois. Il n'y aura jamais de galère. C'est même assuré, donc il n'y a pas de problème. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. On n'aime pas donner encore des chiffres, mais bon, on a plusieurs dizaines de milliers de clients. Ça se passe très bien. On est financé clients avec, qui renouvellent leur téléphone régulièrement, parce que j'imagine que ça aide aussi à renouveler son téléphone régulièrement. Oui, tout à fait. On est sans engagement, donc nos clients s'en vont quand ils veulent ou changent d'appareil autant qu'ils le souhaitent au sein de notre offre. Et on a des clients maintenant depuis 2 ans et demi, donc on a déjà vu en effet plein de renouvellements d'appareils. Et ça se passe bien en termes de... Parce que c'est ça, à chaque fois, nous on se dit « Oh, oui, mais le comportement des gens... à partir du moment où c'est loué, ils s'en foutent, ils vont le casser, etc. Tu vas te retrouver avec des primes d'assurance incroyables. » Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Évidemment, il y a des produits qui reviennent pas en super bon état. Il y a évidemment des sinistres. Il y a une sinistralité sur le vol, la casse. Mais ce que nous, on observe, c'est qu'on a une sinistralité qui est standard dans le monde de la location et voire même de la propriété, de l'assurance. Donc les gens sont pas particulièrement moins soigneux parce que c'est pas le leur ou parce que c'est le leur. Voilà. Revenons sur ta vie d'investisseur. Qu'est-ce qui t'intéresse justement ? C'est l'univers du mobile. Dans quoi est-ce qu'aujourd'hui il est intelligent d'investir ? Alors, c'est super difficile parce que je pense que si on essaye d'être trop bloqué à un secteur, en fait, il y a peu de projets. Sauf si on est vraiment dans un univers spécifique, comme par exemple le médical. À ce moment-là, on connaît bien medtech, biotech, et on peut rester vraiment dedans. Pour des gens comme moi qui font... moi, je fais plutôt des business, consumer. C'est vraiment, je dirais pas qu'il faut rester dans l'univers du mobile, sinon je trouverais pas assez de projets malheureusement. Donc moi, qu'est-ce qui me plaît ? D'abord, j'ai essuyé à chaque fois des pertes quand j'ai investi dans des choses que je ne comprenais pas. Donc concrètement, il faut que je comprenne ce qui se passe et surtout que je comprenne quelque part un peu le chemin. C'est-à-dire qu'ils vont passer par cette étape. Voilà, je comprends le chemin. Et que tu aies, toi, une utilité à ce moment-là à essayer de les accompagner ou pas du tout ? Quand on me demande mon avis, je peux donner mon avis, mais souvent, on arrive facilement à faire des introductions pour des choses un peu banales. Une levée de fonds, tu as besoin de faire boucler un tour de capital, je peux te faire des introductions à quelques fonds. Tu as besoin d'un crack en marketing, je connais 2-3 agences qui sont sympas. Mais sinon, la conduite de la boîte, en fait, c'est l'histoire de l'entrepreneur. Oui, et d'ailleurs, ce qu'on attend, on investit dans la conviction de l'entrepreneur. Donc, si c'est pour que l'entrepreneur, toutes les 2 secondes, ils disent « je ne sais pas où je vais », et donc la plupart du temps, on aide, mais on aide sur ce qui est accessoire. Le reste, la conduite, ça reste la conduite de l'entrepreneur.
Et donc, ma question, c'était qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Ou Qu'est-ce qui est m'intéresse trendy? Qu'est-ce qui bouge? Bah, on investit toujours dans les projets pour 3 raisons. Moi, c'est ça je m'intéresse pas. Je suis ce qu'on appelle agnostique au secteur. Par contre, voilà, il y a 3 critères qui sont importants, qui sont souvent un peu les critères des investisseurs. C'est numéro 1, l'équipe. Dès que j'ai investi dans des équipes qui me paraissaient un peu bancales, ça s'est toujours mal passé. Il faut que les gars soient soudés. Ouais, soudés, bonne équipe, puis surtout vraiment dans le projet à fond, quoi. Et alors c'est mieux quand il y a de l'expérience, quand c'est une deuxième boîte, c'est clairement on voit qu'il y a plus de, ça connecte plus vite, on fait des choix plus rapidement, etc., etc. Mais il faut que les gens soient autant meurent de faim, si je puis dire, que pour la première boîte. Donc ça, c'est parfois un peu difficile à trouver. Deuxième élément, évidemment, le marché. J'ai investi dans des projets qui peuvent devenir des futurs Google ou je sais pas. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait une échelle possible, en tout des cas. boîtes importantes. Donc Tout à fait. quand il me paraît que le projet est trop niche, que vraiment, ça va intéresser que 5000 clients, votre truc, je me dis que c'est pas pour moi. Et puis la troisième chose, c'est le produit en lui-même. Qu'est-ce qui a déjà été réalisé par l'équipe? Est-ce qu'il y a déjà une app, un site, un projet, un business plan? Ça peut être vraiment au tout début, juste un deck et un business plan. Si ce que je vois est exceptionnel, vraiment en termes de design, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien pensé, je me dis ok, ça sera probablement bien sur ce qui va dérouler, la boutique, le magasin, etc., etc. Yuka, enfin, tu as investi dans Yuka, mais il y a très très longtemps, j'espère pour toi, parce que là. Ouais, j'ai investi dans Yuka au tout début. Ils ont fait qu'un seul tour de table, donc tout à fait. Yuka, ouais, combien? 10, 20 000. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, mais c'était il y a longtemps, ils avaient déjà 10 millions d'utilisateurs. Ouais, je crois qu'ils arrivent aux 20 millions. Ouais. Ils sont installés sur un téléphone sur 4 en France, donc c'est un gros business. et maintenant, je commence à voir les Yuka 2. Tu sais, vous allez faire le Yuka de l'environnement, vous allez faire le Yuka de, etc. Ah, ouais. Là, c'est le. Là, c'est le Graal. C'est le triomphe, c'est le Graal, c'est le triomphe absolu. Mais alors, justement, quand tu es dans un tel truc, parce que le problème, c'est la sortie. Pas forcément. Ça viendra forcément un jour. Oui, ou je sais pas. Nous, on accompagnera la fondatrice dans ce qu'elle voudra faire. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est une app qui se veut très indépendante. Elle se finance d'ailleurs au-delà de notre investissement, parce que c'est un investissement, c'est pas pour toute la vie. Au bout d'un moment, ça nous permet juste d'atteindre peut-être un moment où on arrive à être ce qu'on appelle le break-even, autofinancé. Et c'est leur cas d'ailleurs. Ils ont trouvé un modèle super malin en vendant des calendriers, des livres. Ils ont une petite version premium aussi de leur app. Qui leur permet maintenant de faire suffisamment de revenus pour leur fonctionnement, et ils continuent à grossir. Ils ont une super roadmap encore devant eux en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Donc non, ça c'est une belle boîte. Merci Damien. Avec plaisir. Merci Damien Stéphane. Morin, donc le PDG, parce que quand même ça, de Mobile Club, était notre dernier invité sur Bismart. Les amis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.